J'ai ma théorie des 5 F sur ce qui fait qu'un commercial reste dans ton entreprise et s'épanouit. Enfin, pour moi, les deux enjeux clés des cabinets, c'est des enjeux commerciaux. Et je me pose la question de en fait, quels sont mes types de clients là aujourd'hui actuellement, et si je devais les ranger dans 3 boîtes, ça serait quoi en fait les 3 boîtes que je mettrais en fonction du niveau d'exigence, d'attente de mon client. C'est parti pour ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, un épisode comme d'habitude exceptionnel, mais presque un peu plus cette fois parce qu'on sort des sujets éditeurs, production, etc. Et on va rentrer dans le sujet qui est, à mon avis, extrêmement structurant, et mon avis et les avis des membres de l'Accounting Business Club et de pas mal d'experts comptables, qui est le changement des modèles économiques et notamment comment vendre. Comment vendre, qu'est-ce qu'on va vendre, qu'est-ce qui va se passer. Il y a l'arrivée de la facture électronique, il y a évidemment l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a des autres acteurs. Bref, il se passe tellement de choses en ce moment qu'on entend de tout, la compta, la tenue en tout cas représenterait entre 60 et 80% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait demain si elle est automatisée? C'est dans toutes les têtes, et en même temps il y a quand même le sujet de cette année, qu'est-ce qu'on va choisir comme PA, qu'est-ce qu'on va... Donc voilà, on sort, on n'est pas là dans cet épisode que je suis très heureux de faire avec toi Edouard, sur quel outil on va choisir. Tu n'es d'ailleurs pas là en tant que Edouard, cofondateur de Penny Lane, enfin tu l'es parce que ça va rentrer dans tout le contexte, mais on n'est pas là pour parler d'outils. Je veux vraiment qu'on partage ensemble pendant 1 heure, 1 heure et quart, toutes tes infos, tout ton retour d'expérience sur qu'est-ce qui a bien marché en matière de développement commercial, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut voir dans les cabinets qui fonctionnent, quelles sont les offres à mettre ou à commencer à tester dans les cabinets d'expertise comptable. Tout ça au fil d'une conversation qui sera, je le sais d'avance, très agréable, et je suis très heureux de te recevoir. Merci d'avoir accepté, parce que juste avant qu'on clique, tu disais tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode de podcast. Et bienvenue à nouveau dans un podcast, et dans le podcast de l'Accounting Business Club. Merci beaucoup Alexis, super content d'être avec toi. Merci de me recevoir. Écoute, vraiment, encore une fois, avec joie. J'aimerais juste qu'on pose un peu le contexte, parce que autant j'ai reçu Arthur ici récemment pour l'annonce de la nouvelle levée et un peu la trajectoire qui est à venir. Pour toutes ces personnes qui ne savent pas qui tu es, on va le dire comme ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aussi pour donner encore le contexte? Édouard Mascret, moi je suis un des nombreux cofondateurs de Penny Lane, un des 7, parce qu'on est 7 à s'être lancé il y a un peu plus de 6 ans maintenant. J'ai fait un parcours école de commerce. Après l'école, j'ai voulu creuser 2 choses que j'avais pas forcément appris en école. Un, c'était le commerce, donc la vente. Donc j'ai fait 6-7 ans de vente en fait dans la foulée de mon école. Et le deuxième point, c'était une école un peu prestigieuse qui est HEC, et j'avais envie de découvrir la vraie vie, le terrain. Et donc j'ai notamment bossé dans le BTP. Donc j'ai fait de la vente de matériel de BTP, d'abord dans une toute petite boîte qui se montait, et puis après chez Saint-Gobain pendant plusieurs années, où j'ai été moi-même commercial, et après j'ai encadré des équipe commerciale chez Saint-Gobain. Après, donc t'allais voir les négoces, t'allais voir... Alors j'étais moi-même un négoce, donc Saint-Gobain ils ont deux grosses branches, mais notamment une branche distribution avec Point P, la plateforme du bâtiment, CDO, etc. Et moi j'étais dans la filiale CDO, donc qui vendait du matériel de sanitaire, chauffage, plomberie à des plombiers. Ok, donc tu étais commercial dans le... où tu devais gérer le commerce dans le négoce, quoi. J'ai été commercial terrain, je m'occupais de 250 plombiers, donc je voulais du terrain et de la vente, donc j'ai été très servi à ce moment-là. Énorme. D'HEC, t'as été parti faire ça? Ouais, exactement. Je voulais, c'est une volonté que j'avais. Je voulais aussi commencer à l'échelon. Enfin, je voulais pas avoir de passe droit du fait d'avoir fait HEC, donc je voulais commencer à un échelon où j'allais moi-même découvrir qui étaient les clients qui faisaient vivre l'entreprise, savoir comment on les adresse, et puis progressivement me former là-dessus. Et assez vite, j'ai voulu aussi toucher un peu à du management d'équipe, embarquer des gens, avoir un objectif commun. C'est ça qui m'a pas mal animé par la suite. Et donc du coup, t'en es arrivé, passer donc grosse boîte terrain, et puis t'es arrivé dans le soft. Ouais, ensuite, au bout de 4 ans chez Saint-Gobain, envie de vendre un truc un peu plus digital et aller sur une structure un peu plus légère où je sens plus fortement l'impact que je peux avoir. Et donc j'ai rejoint une petite start-up qui était de 50-60 personnes à l'époque, quelques millions d'ARR, de revenus récurrents. Et je vendais un logiciel, une Customer Data Platform, donc logiciel marketing assez complexe, à des grands groupes, ou des grands médias, ou des grands acteurs de la distribution. Donc les Mullier, Auchan, etc., Le Figaro, Le Monde, tous les grands médias. Et donc vente complexe. Vente complexe, j'ai fait ça 1 an et quelques, jusqu'à un moment où Arthur Valère, donc, qui est le CEO de Penny Lane et qui est un très bon ami de lycée, me dit tiens, j'ai une nouvelle idée, faut qu'on déj ensemble, faut que je te parle d'un truc. Donc ça, c'était fin 2019. Et il m'a dit, il m'a un peu parlé de l'idée qu'il avait avec Penny Lane, qui s'appelait Book à l'époque, qui n'avait pas du tout le même nom. Et très vite, je me suis dit, tiens, en fait, moi, j'ai touché à différents types de ventes. Là, ça
je prenais la casquette commerciale parmi les 7 cofondateurs, et donc ça m'intéressait vachement de dire en fait je construis de zéro toute une équipe avec une méthode de vente et une façon d'aller adresser un marché en partant de zéro, quoi. J'interromps 10 secondes ton épisode. Si tu transformes ton cabinet, rejoins les 32 experts comptables dans l'Accounting Business Club. On ouvre 50 places, c'est tout. Pour candidater, rendez-vous sur accountingbusinessclub.fr, lien en description. Et tout de suite, retour à ton épisode. C'est quoi tes apprentissages, tu vois, là, d'un point de vue vente sur les 5-6 dernières années? De Penny Lane. Ouais. Un premier apprentissage qui va peut-être paraître un peu tarte à la crème, mais c'est repartir de ce que te dit la personne en face et parfois de ce qu'elle te dit pas, en fait, de ce qui est un peu dans le sous-texte. Parfois, en fait, elle a du mal à verbaliser en fait ce dont elle a besoin, mais très vite, si toi tu t'es alerte sur les petits signaux de la conversation, tu vas très vite et que tu rebondis sur le petit signal, c'est-à-dire tiens, vous dites que c'est un peu dur en ce moment sur le business, l'activité, qu'est-ce que vous entendez par là? Hop, on creuse, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que tiens, il y a un vrai besoin et j'ai une vraie offre qui peut vraiment rendre service. Mais un vrai service, quoi. Je suis pas juste en train d'essayer de vendre un truc et de me faire ma marge ou mon variable de commercial. En fait, je suis en train d'apporter un vrai service à quelqu'un, quoi. Et donc, mon apprentissage, c'est avoir vraiment le cerveau allumé, aller capter tous ces mini-signaux. Et je pense un des trucs qui marche pas mal, c'est en fait avoir tellement capté ces signaux par l'approche terrain, par la discussion, en creusant dans la discussion, qu'à la fin, on arrive à encore mieux mettre des mots que la personne en face, quoi. C'est-à-dire à mieux verbaliser quel est son problème. Et du coup, une fois qu'on l'a bien verbalisé, la personne se dit « Ah mais ouais, en fait, c'est exactement ça, ce dont je souffre. » Et donc, arriver ensuite avec l'offre en disant « Bah, moi, en fait, j'ai cette offre-là qui peut résoudre ce point de douleur que vous avez aujourd'hui, quoi. » Mais je dirais que c'est souvent peut-être être encore plus lucide que son prospect ou que son client sur le point de douleur qu'il a. Et du coup, arriver avec derrière la bonne approche. Ça, c'est un premier apprentissage. Deuxième apprentissage, l'humain est clé dans les équipes commerciales. Je dis souvent, Penny Lane, ça ne tient que parce que les 1000 personnes chez Penny Lane c'est purement sur les personnes, à la fois en R&D, mais aussi côté commercial. On sait que c'est des équipes qui peuvent avoir un turnover assez fort. Nous, on a la chance d'être embarqués dans une très belle aventure, ce qui fait qu'on a vraiment pu... je pense qu'on a un turnover très très bas dans nos équipes. Et donc, je pense qu'on a vraiment appris progressivement à savoir avoir un vrai process de recrutement, savoir identifier dans nos recrutements des commerciaux ce qu'on veut aller chercher, savoir bien les embarquer, les avoir à bord, savoir bien les former et savoir bien les retenir dans le temps aussi, parce qu'en fait, ils trouvent... on pourra en parler si tu veux, mais j'ai ma théorie des 5 F sur ce qui fait qu'un commercial reste dans ton entreprise et s'épanouit. Voilà, je pense que c'est des choses qu'on a plutôt bien faites et qu'on a appris sur le tas, aussi dans la douleur, parce que parfois, tiens, telle personne nous quittait ou on n'arrivait pas à recruter telle personne. Et donc, progressivement, en fait, l'humain est clé et réussir à structurer une équipe, c'est quelque chose, je pense, qu'on a plutôt bien réussi chez Penny Lane. J'ai 2 questions. C'est comment tu vois maintenant, c'est quoi un bon sales, tu vois, pour toi? Et après, c'est quoi la théorie? Une fois que tu l'as trouvé, comment tu le retiens avec la théorie des 5 F? Alors, un bon sales, il y a plein de... Je vais pas faire le bon et le mauvais chasseur, mais nous, ce qu'on va beaucoup rechercher... mon équipe RH déteste quand je dis ça, donc désolé. Mais ils écouteront pas. Ils écouteront pas. Voilà. Mais mon but là aussi, tu vois, c'est d'arriver à faire le parallèle avec. Je suis dirigeant de cabinet. Je dois faire transformer. Soit je vais devoir recruter des sales. Et ça, c'est un point aussi que je veux voir avec toi après. Tu vois, quelles ont été les bonnes pratiques des cabinets qui ont recruté des sales. Mais tu vois, si je suis expert comptable, je sais pas forcément quelles sont les bonnes caractéristiques d'un sales. C'est quoi selon toi? Qu'est-ce que tu vois chez les meilleurs? Moi je dis souvent peut-être dans l'ADN de base, nous ce qu'on va rechercher c'est la tête, le cœur et les tripes. Donc je vais chercher quelqu'un tête, c'est j'ai le cerveau allumé, donc je suis capable de rebondir très vite, de comprendre une situation assez complexe assez rapidement. Je suis capable de rebondir dans l'échange et de poser des questions et du coup de comprendre très vite, en fait en 10-15 minutes par quelques questions, je suis capable de comprendre une situation. Capable de structurer en fait un rendez-vous, donc annoncer, cadrer un peu le rendez-vous sur on a tant de temps, le but de notre rendez-vous c'est de faire ça et ça, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder, etc. Donc bien laisser de la place à l'autre, et je trouve que dans la tête il y a un peu cette intelligence émotionnelle de en fait à quel point je te laisse de la place, je rebondis, je te pose des questions pour comprendre ton contexte et ensuite j'arrive à rebondir et venir avec ma proposition de valeur. Le cœur, c'est
ça s'applique moins à un expert comptable qui voudrait monter sur le sujet commercial, mais des gens qui peut-être recruteraient un commercial, c'est à quel point ils roulent pas uniquement pour du variable ou de l'argent, mais ils roulent en fait pour une mission, pour un sens du service et un sens de l'équipe. Je vais pas vendre n'importe quoi, parce que si je vends une mission très mal vendue, en fait, je sais que derrière, ça va causer des dégâts et l'impact final, il sera négatif sur mon cabinet. Et les tripes, c'est un peu le drive, quoi, le niveau d'énergie qui est mis, le niveau d'engagement, la volonté d'aller chercher son objectif, d'aller le dépasser. Et donc, voilà, retranscrit de façon un peu plus correcte, on dit souvent donc, compétences commerciales, état d'esprit et motivation. Et nous, on va rechercher pas mal dans les interactions qu'on a, donc, notamment dans nos recrutements, en fait, à quel point ça vient valider. Donc, on a tout un process de recrutement en 4 étapes, où à chaque étape, par exemple, il y a une étape étude de cas. Là, on va plus aller regarder compétences commerciales. Donc, on va aller demander, pitch-nous Pennyline, qui est assez facile. Et ensuite, parle-nous par exemple, d'une vente que tu as faite qui s'est très bien passée. Et donc, on va progressivement comprendre comment il présente son rendu, comment il l'a préparé, comment il est capable de parler d'une vente de façon très claire. Et donc, on va évaluer ce bout-là des compétences. Et donc, il y a 4 étapes. Et à chaque étape, on vient en fait évaluer chacune des compétences. Donc, je dirais, c'est pas mal ce qu'on recherche dans notre équipe commerciale. Et je dirais que les bons sales, c'est ceux qui ont la capacité à être à la fois... moi, je dis à la fois carré et rond, quoi. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais ceux qui sont capables de vraiment driver, construire leur journée. En gros, quand tu es commercial, le temps peut s'étendre très rapidement si tu t'es pas fixé des objectifs très clairs avec, on parle beaucoup de time matrix, et comment tu cadences ta semaine. C'est quoi les objectifs, ce que tu veux rentrer dans ta semaine. Et en fait, si tu n'as pas ce cadre et ce canevas, en fait, globalement, tu te structureras pas pour aller atteindre ces objectifs. Tu vas te laisser embarquer et ça va dérouler. Ça, c'est le côté carré. Le côté rond, c'est la capacité à rentrer en lien. C'est l'intelligence émotionnelle, le lien humain qui va être créé dès le premier échange. Et donc, nous en interne, ce qu'on cherche beaucoup, c'est la capacité à créer un lien très vite. On peut sentir dès un entretien avec quelqu'un. Est-ce qu'en fait, il y a un vrai lien de confiance qui s'installe. Et ça, je pense que c'est clé, même pour un cabinet, quand il échange avec son prospect, réussir à créer ce lien tout de suite, ce lien de confiance qui fait qu'un prospect va se dire tiens, je sens qu'il y a non seulement une expertise, mais il y a aussi une relation de confiance qui s'est installée dans notre échange, où je peux parler vrai, où on met le doigt sur les vrais sujets, et donc je me sens en confiance pour avancer. Ouais, c'est important parce que tu as l'expert comptable qui, à un moment où on parle de recrutement de commerciaux, c'est lui il va mettre un commercial qui va venir représenter son image, quoi. Donc tu as ce lien de confiance. C'est intéressant, tête, cœur, trip. Je vais garder comme ça. C'est moins RH, mais je trouve que c'est bien parlant parce que ça montre aussi qu'en fait, commercial, c'est pas simplement un vendeur de sable au Sahara, quoi. C'est pas, au contraire, c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'être structuré et que tu as besoin de cadrer. Ce qui posera après potentiellement la question du comment tu fais quand tu es expert comptable et pour aller cadrer un sales dont tu n'as pas l'habitude d'avoir ça dans tes équipes, quoi. Et en tout cas, nous, on a toujours fait le choix de dire s'il y a tête et trip, génial, mais il y a pas. On a toujours fait le choix de prendre peut-être un sales légèrement moins bon en pure performance, c'est-à-dire un pur objectif qu'il allait chercher, mais quelqu'un qui roule pour l'équipe et qui roule pas uniquement pour lui-même. Et ça, je pense, c'est important en fait, et même je trouve dans les associés au sein d'un cabinet, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver. C'est à quel point on a des gens qui roulent pour le collectif. Et en fait, certes, la perf sera peut-être un peu moins bonne, mais on va s'éviter 15 000 sujets de friction entre personnes, de trucs qui ont été signés, mais qui en fait n'étaient pas bons. Et donc, je pense que c'est un bon investissement d'avoir fait ce choix, de se dire, on prend des gens qui sont vraiment engagés, qui croient dans la mission, dont on sent qu'ils ont un état d'esprit collectif avant tout, quoi. Oui, et je vais faire le parallèle avec le cabinet d'expertise comptable, c'est que si tu prends un sales, un cabinet d'expertise comptable qui n'a pas ça, et qui est focus sur son variable, il aura aucun scrupule à signer un dossier qu'il sait d'avance mauvais, qui ne rentrerait pas dans les buyer persona, ou qui sait que ça va être une galère en gestion, parce qu'il va être déconnecté du collectif avec les collaborateurs qui vont devoir récupérer les pièces, avec potentiellement les risques, etc. Donc ça, c'est un point en effet très important. Tu parlais des 5 F, c'est quoi du coup maintenant qu'on a dit comment trouver la bonne personne, comment on arrive à la garder? Alors, comment on arrive Moi, les 5 F, donc ça va peut-être faire sourire, mais plutôt pour des équipes commerciales, fun. Donc, il faut que, globalement, quand je viens au travail, l'ambiance de travail, les collègues, le cadre où j'évolue, en fait, fait que je peux prendre du plaisir dans ce que je fais. Moi, j'ai les commerciaux les plus efficaces, c'est ceux qui, en fait, prennent du plaisir à venir bosser. Donc, c'est eux qui sont, en fait, du coup, bien dans leurs échanges assez décomplexés et qui, en fait, vont réussir à rentrer, du coup, dans cette vraie relation de confiance.
2, faut que ce soit fair, donc faut que ça soit équitable. Un vrai traitement équitable, il n'y a rien de pire que il a fait une super perf, mais c'est injuste parce qu'il a été alimenté de telle et telle façon, et donc en fait sa perf n'est pas vraiment sa perf et tout. Donc on essaye de beaucoup veiller à ces sujets d'équité. Le 3, c'est de la fight, du combat. Je pense que tous ceux qui ont une fibre ou une âme commerciale, en fait, les plus belles victoires, c'est parfois pas les plus gros montants, mais c'est ceux où en fait on partait plutôt perdant et qu'en fait on est allé, ou alors on avait un objectif qui était super ambitieux et en fait on est allé l'atteindre. Et ça, il n'y a rien de plus qui remplit le cœur d'un commercial que ça, en fait. Une bataille qui a été gagnée, un objectif qui a été rempli. Fric, un peu quand même. De base, mais ouais, c'est un des éléments, quoi. C'est un des moteurs. Sales, quoi, donc. C'est ça. Et nous, on veille toujours à avoir donc à la fois des éléments individuels, qui sont quand même la plus grosse part, et aussi du variable collectif, pour être sûr que tout le monde est dans la même barque et se sent, s'il y a besoin de filer un coup de main à un collègue, qu'il y a en fait cette envie d'aller le faire, non seulement par état d'esprit, mais aussi en fait avec rétribution financière à la clé, puisque j'ai un objectif collectif. Et le dernier, c'est se former. Un commercial qui sent qu'il est en train d'apprendre, qu'il est en train de grandir, en fait, ça change complètement la donne. C'est un truc qui a été très bien fait, nous, depuis 2 ans. On a monté une équipe enablement avec Charles à la tête de cette équipe et qui en fait est en charge de former nos commerciaux sur 3 items. La comptabilité, parce qu'on voit un logiciel comptable, donc il faut quand même maîtriser un peu les fondamentaux de la compta. 2, notre positionnement produit, donc où est-ce qu'on se situe par rapport à la concurrence. Et 3, en fait, la posture de commercial, à quel point... je vais répondre à une objection de la bonne façon, je vais aller creuser dans ma qualification pour être sûr d'avoir récupéré tous les éléments qui vont me servir derrière au moment où je présenterai ma propale à mon client, etc. Ok, donc tu mets tout ça dans un shaker et ça fait pas mal de taf. Non, mais je réfléchis, tu vois, comment on peut arriver à le traduire aussi en cabinet, sur un cabinet qui voudrait structurer. Mais on va prendre ces éléments et la formation, comme quoi, en fait, c'est qu'il faut apprendre, quoi. Faut structurer tout ça. Du coup, je vais ouvrir le capot maintenant des cabinets en 5 ans. C'est quoi un peu les bonnes pratiques commerciales? Qu'est-ce que tu as vu être mis en place dans les cabinets qui fonctionnent? Pas mal de choses, honnêtement. Et souvent, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que chaque cabinet a poussé l'une ou l'autre, l'un ou l'autre sujet. Je vais le faire au fil de l'eau. Premier élément que j'ai vu, qui rebondit pas mal sur un podcast que tu avais fait avec Ron Baker, c'est à quel point tu vas construire ton offre et la packager de façon simple pour en fait aller guider ton client et que ce soit simple pour lui de faire son choix. Je me souviens que Ron Baker, il te disait, il te prenait l'exemple du paysagiste, donc la personne qui fait venir un paysagiste chez lui, enfin plusieurs paysagistes, et en fait ils ont tous une façon différente de pricer. Donc le premier c'est moi mon forfait c'est à tant de l'heure. Bon du coup tu sais pas exactement combien d'heures il va passer, donc c'est un peu un flou sur ok je comprends les mécaniques mais je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé. Le deuxième qui arrive en disant moi c'est un montant forfaitaire fixe. Le troisième qui arrive en disant moi j'ai 3 offres avec des niveaux en fonction de ce que vous souhaitez. Et le quatrième qui arrive, et qui est très bon, qui arrive dans sa découverte, à comprendre qu'en fait, la personne en face a envie de revendre sa maison dans 2 ans, et que en fait, le jardin va peut-être être un élément clé, et qu'il était plutôt en dessous du standard qui se faisait dans le quartier. Et donc, qui dit, écoutez, moi, je vais faire en sorte que le jardin devienne un atout clé de votre maison d'ici 2 ans. Et donc, c'est celui qui vend le plus cher et finalement, c'est celui que prend le client. Mais dans les choses que j'ai vues très bien faites, par exemple sur le cabinet Strat à Lille, c'est sur le 3e volet, la capacité à packager en 3 offres et à dire, en fait, moi, j'ai 3 forfaits. Et donc, selon en fait ton évolution, ton besoin, ça va rentrer dans mon forfait, dans tel ou tel forfait. Et donc, si jamais tu viens taper en dehors de ce que j'avais prévu dans le forfait, en fait, on a une discussion. Et comme on a posé le cadre dès le départ, ça me permet d'être très clair avec toi sur en fait, je crois qu'on est passé dans ce forfait-là. Est-ce que ça vous va si on bascule sur ce forfait? Parce que les demandes que vous avez, en fait, en réalité, elles correspondent plus au forfait du milieu qu'à celui de base que vous aviez pris. Je passe le bonjour aux 2 Thomas, oui. Thomas et Lionel, Thomas Mariage, et parce qu'en réalité, c'est Thomas Mariage qui m'a dit tiens, tu devrais inviter Edouard pour parler de ce sujet. Donc bonjour messieurs, et pour l'anecdote, c'est nous on a bossé ensemble avec eux sur la création. Ok, sur ce volet. Sur cette structuration, donc c'est assez drôle que tu les cites. Et en effet, on avait fait un épisode de podcast avec eux sur la première saison d'ailleurs.
Okay. Comme ça, je remettrai un lien en description pour l'écouter. Mais en effet, le fait de pricer à la valeur, donc Implementing Value Pricing, qui est le livre référence de Ron Baker, et dont on avait parlé dans le podcast, c'est extrêmement important. Donc, ok, ça, c'est un truc que tu as vu. Ça, c'est un truc que j'ai vu, très bien fait. Un deuxième truc que j'ai vu, c'est des gens qui vont pricer. Je reste dans la partie comment tu prices ta mission. Des gens qui vont pricer de manière très objective. Donc, j'ai vu des cabinets qui partagent leur écran et qui disent, écoutez, avec vous, donc là, vous m'avez donné plein d'informations sur votre activité et regardez, je vais remplir avec vous une sorte de petit formulaire. Donc, est-ce que vous êtes dans quel secteur, vous avez quel volume de facture, est-ce qu'il y a telle spécificité ou pas. Et en fait, en fonction, ça va mettre des coefficients sur le montant de base de la mission, soit des coefficients à la hausse, donc plus 10, plus 20% s'il y a de la complexité, ou au contraire des moins 10, moins 20%. Et en fait, à la fin, ça sort un pricing en disant, tiens, vu votre complexité de flux, sur la pure mission comptable, ça sera tel tarif. Et donc ça, pareil, il y a un côté, en fait, comme je découvre moi client dans un outil qui a été préconçu avec le cabinet, en fait, je le remplis. Et donc c'est quelque chose de tellement adapté à moi qu'en fait, je peux pas aller challenge. Enfin, ça paraît hyper personnalisé. Et donc, il y a une vraie acceptation par le client. Et donc, souvent, la pratique, c'est plutôt le cabinet qui le fait un peu au jugé. Donc là, le fait d'objectiver à fond, c'est aussi quelque chose qui est très apprécié. Partage d'écran, et puis à la fin, on arrive sur un montant d'honoraires. Ouais. Donc un peu risqué, parce qu'il faut être sûr d'avoir bien dans le formulaire toutes les spécificités de mission. Mais pareil, c'est un truc que j'ai vu qui a quand même très bien fonctionné en cabinet, quoi. J'ai plein d'idées. Hein. J'ai un autre cabinet qui vend, en fait, lui a complètement revu son offre de mission. Et donc, au lieu de vendre le fameux triptyque là, CSJ, compta, social, juridique, il a dit, en fait, moi, je vais faire du temps partagé. Et donc, je vais faire du DAF, de l'office manager, etc. Et je vais plutôt pousser pour avoir un forfait. Si mon prospect, l'entreprise est intéressée, je vais plutôt pousser pour avoir un forfait minimum de quelques heures par mois. Comme ça, je lui dis que je peux venir même en présentiel chez lui, si besoin, pour faire de l'office management. Et en fait, moi, les retours que j'ai donc je pense t'as plusieurs cabinets comme ça, un cabinet dans le sud qui s'appelle AFE, qui a vraiment poussé à fond. Je crois qu'ils sont maintenant 20 ou 25 personnes juste sur cette activité d'office management, secrétariat administratif, office management. Quelques autres cabinets qui l'ont poussé et qui me disent, en fait, moi, mon taux de marge, en fait, comme je vends de la personne sur un taux journalier, en fait, mon taux de marge, il est plus élevé que sur ma pure tenue comptable, parce qu'en fait, je vends du jour homme et je le vends pas non plus at cost. Enfin, je fais quand même une belle marge dessus. Et donc, je fais des missions qui sont des missions de relance d'impayés, de paiement, de préparation de paiement de factures fournisseurs, etc. Et ça génère une satisfaction de dingue. Je suis hyper proche de mon client, parce que je suis parfois dans ses locaux quand il a pris le forfait qui me permet d'aller le voir. Et donc, j'ai une qualité d'interaction, moi, cabinet, parce que je suis à la fois sur la gestion. Donc, moi, je dis souvent, en fait, il y a peut-être 30 ou 40 ans, le cabinet était purement sur la mission comptable. On voit que ces 30-40 dernières années, de plus en plus, il est allé sur le social, le juridique. Et on voit d'ailleurs sur le social qu'il y a eu une externalisation progressive. Les boîtes ont de plus en plus confié avec la DSN, le prélèvement à la source, à des cabinets. On dit, en fait, je veux laisser faire les pros. Ça devient un peu complexe. Moi, je suis convaincu qu'il y a une lame de fond, là, que ça sera plus le CSJ, mais CGSJ, quoi. Compta gestion sociale juridique, ou la brique gestion, maintenant qu'il y a la facture électronique, que le cabinet il va équiper son client, qu'il est au même endroit que son client maintenant, puisqu'il a un outil partagé avec lui. En fait, la suite logique de ça, c'est en fait, laisse-moi remonter vers des tâches où tu n'es pas spécialiste, qui te prennent du temps. Et en fait, les retours que j'ai, c'est que les entreprises sont vraiment prêtes à payer pour aller là-dessus, quoi. Toi, tu vois que en tout cas, plutôt que les retours, c'est les retours cabinets. C'est-à-dire que les cabinets qui ont mis en place ces offres. Donc, c'est intéressant parce que j'ai fait un épisode avec Jérôme Clarisse qui lui aussi parle. Je sais que vous êtes rencontrés et il parle justement du marché de la gestion. Et donc, ça s'imbrique dans ce que tu dis. Et c'est veut dire que dans les cabinets que tu vois, ils ont construit l'offre gestion. Et l'offre gestion, ça peut commencer par de l'office management en déplaçant quelqu'un, en faisant aller quelqu'un dans le bureau, quoi. Et pour moi, c'est typiquement, on parlait dans ta découverte, quand tu vas d'abord échanger avec ton client ou avec ton prospect, par des petits signaux, tu vas peut-être te rendre compte que il galère sur certains aspects. Peut-être qu'il te dit en ce moment c'est super dur, je me couche un peu tard et tout. Hop, en creusant, pourquoi, etc. Tiens, tu savais au fait que je propose telle mission. Et donc, je pense pas que ça va être en 2026 ou 2027, septembre, la réforme, d'un coup, des centaines de millions de chiffres d'affaires à se faire. Mais je pense que c'est une lame de fond qui va pas mal monter dans les prochaines années et qui est une suite logique pour le cabinet.
Ok, donc quand bien même il y aurait la facture électronique où on va se dire que tout va passer en dématérialisé, que tout va se faire en direct, c'est quand même un moment pour revenir mettre le lien humain avec le client parce que ça se passera pas si facilement, quoi. Toi, tu le vois comme ça et les Pour moi, cabinets qui c'est le mettent en justement place. parce que c'est la facture électronique qu'il y a possibilité d'aller vendre cette gestion sur énormément d'aspects. Premier aspect, tous les pays qui sont passés à la facture électronique te disent en fait au début c'est l'enfer. Donc déjà tu as toute la mission d'accompagnement au début sur gestion des factures en litige. Donc en Italie ils te disent que c'est quand même pas mal ça qui a aidé à compenser la baisse d'honoraires sur le régalien. C'est en fait on aide sur toutes les factures en litige, etc. En Belgique là qui vient de passer en janvier, apparemment depuis mi-janvier les cabinets ils ont des appels de partout. Je fais un épisode dans un mois justement pour avoir un petit retour des 3 premiers mois de la FE sur la Belgique. Je sais pas si j'ai les bons échos, mais je crois que c'est un tout petit peu chaotique. Plus du côté français, il paraît. Mais après, voilà, okay. on ferme la porte. Donc, tu vas avoir déjà tout l'accompagnement sur, en fait, il faut passer la réforme et maintenant, tu as des factures en litige que tu n'avais pas avant. Tu as un enjeu d'approuver ou de rejeter une facture. Avant, l'implicite, c'était quand je donne, il y a très longtemps, ma boîte à chaussures ou alors quand je charge mes factures dans l'outil de mon cabinet, c'est que je les ai déjà pré-validées en fait en tant que client. Maintenant, il y a des factures qui arrivent et donc qui les valide ou les rejette, quoi. Et donc, ça, il y a peut-être une mission à vendre en fait, moi, je vais faire tout ce travail et dès que j'ai un doute, je te relève que les factures où j'ai un doute et potentiellement, je t'aide à te prévenir de la fraude de certaines personnes qui t'ont envoyé des factures et en fait, je me rends compte que c'est pas le bon IBAN ou pas le bon nom de fournisseur, etc. La facture électronique, rien que là-dessus, déjà, elle crée des missions, elle crée une possibilité d'accompagnement pour le cabinet et surtout, pour moi, le gros volet, c'est qu'en fait, moi je dis la réforme est assez bien faite pour les cabinets parce qu'elle commence par les factures d'achat, la réception. Or, les factures d'achat, ça fait, pour le coup, quel que soit, en tout cas sur les clients tenus, quel que soit le secteur et tout, les gens, ils envoyaient leurs factures au cabinet. Donc en fait, le cabinet est super légitime pour aller dire, moi je t'équipe de la PA réception. Et on voit d'ailleurs que y a certains cabinets qui commencent à avoir des taux de 80-90% de mandats récupérés et inscrits dans l'annuaire. Super légitime pour l'équiper. Une fois qu'il a fait ça, tous ceux qui ont des besoins généralistes, il peut leur dire vas-y, fais tes factures de vente au même endroit que là où il y a toutes tes factures d'achat. Et en plus, c'est au même endroit que moi, cabinet. Et en fait, là maintenant, moi, cabinet, tout le monde est obligé de s'équiper. Et idéalement, tout le monde s'est équipé de l'outil qu'a proposé le cabinet et que le cabinet maîtrise. Et donc, en fait, je suis à l'endroit où tu fais ta gestion, dans une proportion qui n'a rien à voir avec... parfois, souvent, les cabinets, ils ont équipé d'outils de gestion, mais peut-être 5-10% de leur portefeuille. Là, ça va être tout ton portefeuille tenu qui est équipé de potentiellement ton outil à toi. Et donc, tu maîtrises cet outil, donc tu peux aller vendre plein de missions sur cet outil, à condition que tu aies le bon outil, bien sûr, mais paiement de facture fournisseur, relance d'impayés, optimisation de la trésor, et du coup, avec tout ça, avec aussi un rendu très visuel de... chaque mois, au moins le mois, je t'ai vendu une mission d'optimisation de trésor. Ça passe par ces 5-6 tâches que je peux faire derrière dans l'outil. Donc, par exemple, dans Pennyline, tu peux faire de la relance automatique, donc faire des scénarios de relance automatique spécialisés par type de client. Tu peux dire, t'es BTP, t'accompagnes des grosses boîtes où t'as peut-être pas envie d'avoir un ton très dur. Là, je vais te paramétrer une séquence un peu plus légère. Et au contraire, des petits clients où tu veux avoir un ton qui monte très fort. Et ensuite, potentiellement, en fait, moi, je vais avoir des équipes qui vont faire du recouvrement pour toi parce que en fait, t'as pas le temps de te poser dessus, quoi. Et donc, et au fur et à mesure des mois, je vais te montrer l'évolution de ta trésor pour te montrer que je t'ai aidé à faire remonter ta trésor là où t'étais un peu dans le dur. Ouais. Et au bout d'un moment, on arrête la mission peut-être, ou alors on la poursuit parce que il a pris goût au fait que il y avait des personnes qui géraient à sa place, quoi. Et ça, tu vois des cabinets qui ont déjà réussi à l'intégrer ? Ouais. Ou pour l'instant, ça reste vraiment sur le papier. Alors, c'est tout petit pour l'instant, c'est embryonnaire. Mais ouais, les cabinets disent en fait, je suis surpris parce qu'il y a un vrai écho sur le sujet, il y a une vraie demande des clients. J'étais en ce moment, on fait un peu un tour de France dans différentes villes. J'ai été à Tours il y a 2 semaines. Et j'ai un expert comptable qui m'a dit c'est la première fois quelqu'un m'a dit je suis désemparé par cette réforme, je me sens pas de la faire, je me sens pas de m'équiper, d'utiliser les outils. Alors, c'était plutôt quelqu'un je vais pas faire de jeunisme ou d'agisme, mais tu vois, qui se disait j'ai pas envie d'aller dans les outils digitaux. Donc l'expert comptable lui a dit en vrai donne-moi les infos et puis moi je vais en fait faire ta facture à ta place. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de clients comme ça, mais en fait, l'expert comptable dit je facture 250 € par mois. Et en fait, il m'envoie ce que je dois facturer par SMS.
Et moi, en fait, je lui fais l'établissement de facture directement dans l'outil et je facture cette mission-là à mon client. Il dit, moi, c'est franchement assez rentable. Lui, ça lui apporte un vrai service parce qu'il avait pas le courage d'aller se remettre dans des nouveaux outils à, je sais plus, 3 ou 4 ans de la retraite. Ça, c'est un exemple, mais il y a pas, la mission d'établissement de facture sur les sondages côté entreprise, c'est une des missions que pas mal d'entreprises se voient le plus facilement. Établissement de facture, relance d'impayés. Et préparation de paiement, c'est les trois sur la gestion, c'est les 3 briques qui reviennent assez souvent dans le côté entreprise, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut quand même déjà penser à soit commencer à former un collaborateur qui soit dédié sur ça, parce que c'est là pour le coup c'est de l'humain, enfin c'est beaucoup d'humain quoi, quand tu vas commencer à faire de la relance, etc. Quand bien même, parce que je comprends que tu peux l'automatiser dans l'outil, mais si je peux l'automatiser moi en tant que cabinet, le client aussi j'imagine il a accès à la fonctionnalité, donc c'est plus le comment j'aime bien l'approche que tu as dit tout à l'heure qui est je te fais gagner, je t'optimise ta trésorerie quoi. C'est une vision plus globale parce que tu as une vision 360 et donc tu vas pouvoir aller faire à la fois du recouvrement, à la fois potentiellement du placement ou proposer des placements s'il y a trop de trésors. Enfin, c'est global, quoi. Tu as un impact. Et au passage, pourquoi c'est encore plus vrai avec la facture électronique, c'est que tu as une partie des équipes qui étaient... un collab en cabinet fait une grosse partie de son travail sur la tenue. Donc, et dans la tenue, tu as quoi ? Tu as de la récupération des pièces. C'est quand même pas mal automatisé. Tu as 75% du flux avec la facture électronique qui arrivera directement. Tu as... tout le volet peut-être échange aller-retour avec le client pour préciser certaines infos. Tu as le volet imputation des factures, le volet lettrage, et ensuite ta TVA que tu vas envoyer. Il y a quand même beaucoup de tâches qui, dans les quelques années à venir, vont être très fortement réduites, voire complètement automatisées. Donc la récup de factures, toute l'imputation. Maintenant, tu as une facture, tu as un XML qui arrive, donc tu peux mettre des règles automatiques, et c'est pas un OCR que tu viens aller vérifier, quoi. La TVA, Sébastien Rabineau, quand il parle de la réforme, c'est pas tout de suite, mais il dit à moyen terme, en fait, je veux aller pré-remplir la déclaration de TVA. Et donc, tu as un vrai enjeu RH pour moi, au sein des tu as un double enjeu. Tu as un enjeu RH de, en fait, qu'est-ce que je fais de toutes les personnes qui auparavant faisaient de la tenue. Moi, je pense qu'il y a, selon les compétences et l'ADN de chacun, tu en as une partie qui va plus se mettre sur, en fait, data controlling. On a lancé dans Pigna une fonctionnalité qui s'appelle Autopilote, c'est plus de l'IA, mais qui vient automatiquement te rapprocher une transaction d'une facture s'il a un degré de confiance très fort, donc plus de 98%, et automatiquement te les rapprocher, passer le bloc d'écriture correspondant avec le lettrage associé et les écritures de TVA. Donc les cabinets qui l'ont mis en place, ils disent moi, je passe plus sur chaque facture, où j'ai plus une étape où je les valide. En fait, maintenant, je fonctionne par sondage. Et je pense vraiment qu'il y a une partie des collabs qui vont basculer sur un rôle de plus data controller. Je fais des sondages, je vérifie la qualité des flux et de la donnée qui est traitée, qui est processée, plutôt avec des consoles et tout, d'ailleurs, pas en allant regarder à l'intérieur de chaque compte. Et une partie des collabs qui ont peut-être plus un ADN client, customer facing, qui ont envie d'aller aussi sur le terrain et tout, qui eux vont peut-être se dire, moi je me réoriente sur des missions plus gestion, parce que j'aime bien le contact avec mon client, faire du paiement de facture, l'aider en fait sur sa gestion quotidienne, être à l'intérieur de son métier quotidien. C'est plus ça qui m'anime. Je sais pas si ça sera simple, je sais pas si c'est déjà les bonnes proportions et tout, mais je pense que naturellement tu vas avoir un peu ce shift qui va se faire plutôt à l'échelon collab. Donc t'as premier enjeu RH, et deuxième enjeu pour moi c'est un enjeu de offre et demande. C'est-à-dire on était beaucoup dans un marché qui était un marché où il y avait beaucoup de demandes, peu d'offres. Donc nous, quand on s'est lancé, tous les cabinets nous disaient mon point de douleur numéro 1, c'est recruter des collabs. J'ai pas assez de bras, des clients je peux en avoir partout, mais en fait j'ai pas assez de bras pour le traiter. Déjà je l'entends beaucoup moins dans les interactions avec les cabinets aujourd'hui. Je dois parler à peu près à un cabinet en moyenne par jour, donc je pense que c'est un point qui revient beaucoup moins, et c'est un point qui va de moins en moins revenir, puisque comme on disait, là j'ai que parlé de la facture électronique, mais en parallèle tu as les paiements à l'intérieur de la solution qui vont faciliter le lettrage, tu as l'IA qui arrive et qui va faciliter pas mal. Je pense qu'on passe à un phénomène où on a maintenant pas mal d'offres, donc on commence à avoir pas mal de bras, et il y a un enjeu clé qui va être le commercial en fait, à quel point j'arrive à structurer mon offre, à quel point j'arrive à remplir l'agenda et le temps de toutes les équipes que j'ai. Et donc, comment je structure mon offre, est-ce que j'ai le bon discours, est-ce que je vais bien aller creuser ce dont mon client a besoin et lui dire tiens en fait j'ai la proposition de valeur en face, comment j'arrive à montrer que je suis différent de mes concurrents pour me rendre incomparable, parce que si je suis absolument comparable aux autres et j'ai exactement les mêmes services que les autres et je suis pas capable de dire en quoi tu es différent de tel cabinet, et ça passe pas par la proximité, l'expertise et tout, parce que tout le monde va dire ça, donc faut avoir un prisme un peu différent.
Qu'est-ce qui rend mon offre unique, et ensuite quelle est ma qualité de relation client, c'est-à-dire une fois que j'ai signé le client, comment j'arrive à bien délivrer le service. Ça va rester clé, hein. Si je délivre un mauvais service de gestion ou de compta, mon client partira, quoi. Mais du coup, ça rend le prisme du commercial. Enfin, pour moi, les deux enjeux clés des cabinets, c'est des enjeux commerciaux et marketing, acquisition client en fait demain, et des enjeux RH de transformation du cabinet. En fait, je fais quoi avec mes équipes actuelles et comment j'arrive à les repositionner sur des trucs qu'ils aiment, qu'ils ont envie de faire et où ils ont les compétences pour y aller, quoi. Parce qu'en fait, là, dans ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment, là, je reprends la casquette commerciale, hein, mais quand il va falloir expliquer entre toutes les pubs qui vont te dire que la compta se fait automatiquement, etc., et que en fait, la mission de ton collaborateur de tenue qui évolue, qui va devenir donc du data control, mais qui, enfin, tu vois, c'est quand je dis il va devenir, c'est-à-dire qu'on en entend tellement parler depuis longtemps, alors que là, en fait, c'est maintenant, quoi. On y est. Ouais, c'est déjà. Là, je parlais hier soir cabinet Gérec à Rennes. Eux, maintenant, la tenue, c'est un pôle data controlling. Il y a beaucoup moins de personnes qu'il y a 5 ans qui s'occupent de la tenue. En fait, c'est des gens qui sont plus dans les flux et qui, pareil, vont faire ces sondages et vont s'assurer que tout est bien paramétré pour qu'ensuite, des profils plutôt chefs de mission ou collab senior puissent aller travailler sur la révision une fois que toute la tenue a été en grande partie réalisée, quoi. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il va falloir penser maintenant dans les offres à mettre une brique qui va être un peu data control. Il comprendra jamais le client, tu vois, mais qui va toucher vraiment à la compliance de la régularité. En fait, je t'assure que mes comptes, quand je te les produis, en fait, même si c'est déjà le cas aujourd'hui, mais pour contrebalancer l'automatisation, il va falloir être capable de dire, ok, je t'assure que tes comptes sont bons, quoi. Ouais, j'ai pas de boule de cristal. Moi, souvent, je suis plus optimiste. Je me dis, il y aura bien sûr des gens qui vont challenger les honoraires. Je trouve aussi que la réforme, elle a une vraie complexité par rapport à d'autres pays sur le e-reporting notamment. Avec, tu vois, t'as certains business qui vont passer de 1 déclaration de TVA mensuelle à 5 déclarations, puisque tu auras ta TVA toujours, mais ensuite tu auras 3 déclarations de e-reporting de transactions, 1 déclaration de e-reporting de statut de paiement si tu fais de la prestation de service. Et donc, je pense quand même qu'il y a moyen de défendre les honoraires en France en disant, attendez, oui, certes, j'ai gagné du temps là-dessus, mais en fait, j'ai hérité de maintenant une vraie complexité sur du e-reporting et tout, et je vais le faire à votre place. Donc, en réalité, mes honoraires, c'est à minima les mêmes pour défendre, ou alors, ce e-reporting que je vais faire, c'est un truc que je faisais pas avant, et donc j'arrive à le valoriser auprès de mon client. Ouais, mais qui du coup sera une mission, tu vois, je pense, on discute, hein, mais qui est une mission de tax compliance, quoi, ce qui est vraiment du déclaratif, et du coup, ça voudrait dire l'ouverture et la valorisation d'offres, puisque dans les questions, tu vois, qu'on a posées des membres de la Accounting Business Club, c'était quelles sont les missions post-FE, et donc en fait, la mission, alors il faudra la traduire en français, mais suivi des taxes ou vérification des taxes et établissement des diverses taxes, ça va être une ligne à part entière, quoi, qui rentrera dans les offres à 3 niveaux. Potentiellement, on verra où est-ce qu'on les intègre, mais complètement. Mais ça va prendre le pas, quoi. Ouais. Peut-être je pense à 2 autres trucs là sur. Tu disais qu'est-ce que tu as vu d'intéressant dans les cabinets. Je repense à un podcast que tu avais fait avec Stéphane Reynaud qui dit en fait là, aux États-Unis, la suite logique de la financiarisation qui a eu lieu, c'est en fait de se rendre compte, est-ce que j'ai un système central qui connaît mon client, donc ce qu'on appelle le CRM, quoi. Est-ce que j'ai un endroit où je sais dire exactement mon nombre de clients. Ça, je me rends compte en discutant avec les cabinets qu'aujourd'hui, c'est une info qu'il y a peu de cabinets qui ont de façon très factuelle. Est-ce que j'ai tout centralisé, toutes les infos que j'ai sur mon client? Est-ce que je sais exactement quel service il consomme chez moi, quel service pourrait l'intéresser ou pas? Est-ce que je mesure sa satisfaction au quotidien? Et donc j'arrive à suivre dans le temps si j'ai un point chaud ou pas. Et donc pour moi, t'as une vraie logique de est-ce que je suis bien outillé en tant que cabinet, à la fois sur mes outils, mon CRM, ma connaissance client, qui va me permettre demain d'aller upseller, cross-seller. Désolé, c'est pour les termes un peu barbares, mais en fait, si je sors une nouvelle offre, j'ai besoin d'aller savoir qui cette offre peut intéresser, à qui je vais la pousser. Et donc ça, je vais pas envoyer un mail en masse à tous mes clients dès que je sors une nouvelle offre, sinon ils vont devenir fous. Et donc il faut que je puisse segmenter très facilement, il faut que je puisse aller leur envoyer un mail, il faut que je puisse aller ensuite avoir la démarche proactive d'aller leur parler spécifiquement de cette offre. Il faut que je puisse aller requêter dans toutes les interactions que j'ai eues pour voir s'il a mentionné. Maintenant, il y a pas mal d'outils qui font ça. Voilà, quand tu fais une visio, aujourd'hui, tu as des note-takers, des transcripts, et du coup, tu peux aller chercher gestion de patrimoine ou session. Et là, hop, tu vas reprendre tous les calls que tu as eus ou dans tout ton cabinet où les gens ont abordé le sujet. Donc, tiens, je viens de sortir cette offre. Vous en aviez parlé il y a 6 mois lors de notre échange. Je revenais vers vous là-dessus, quoi. Pour moi,
un volet, c'est le CRM, quoi. À quel point tu t'équipes d'un outil qui est un peu ton cerveau, qui va te permettre de savoir ce que tu peux pousser, à quel moment. Le cœur commercial, quoi. Le cœur commercial. Je l'illustre en 2 secondes, après garde ton idée, mais parce que dans ton cabinet, tu as 1000 dossiers, 2000 dossiers. Tu veux faire une offre bilan retraite, par exemple, il faut que tu saches exactement par les tranches d'âge vers qui tu vas envoyer la communication, parce que si tu me l'envoies à moi que je veux faire un bilan retraite, je vais dire, qu'est-ce qu'il m'a encore fait une communication Exactement. qui me sert à rien, quoi. C'est ça. Ouais. On est tous pareils, hein. Pour moi, je raisonne en +1, -1. Tu vois, quand quelqu'un t'envoie un mail qui sert à rien, du coup, tu as -1 dans ta tête. Tu vois, il me connaît pas. Si c'est un mail hyper ciblé, tu dis +1. Tiens, c'est intéressant. Justement, je me posais la question. Et donc, nous, on est en train de pas mal. Petite parenthèse, on est en train de pas mal avancer chez Pennyline sur ce volet CRM où on y croit pas mal, notamment sur des centres de signaux. Donc, en fait, que toi, cabinet, tu puisses dire, moi, en fait, mon offre, c'est 6 ou 7 services différents. Et je choisis de mettre des alertes, des triggers. Dès que tu vois que l'âge du dirigeant dépasse tel âge, dans le dossier permanent, là, hop, tu vas me mettre une alerte à moi, cabinet. Et potentiellement, on est aussi en train de construire un portail en marque blanche complète du cabinet, où demain, ça va même envoyer une alerte au client en fait, en disant ta trésor a beaucoup baissé. Savais-tu que cabinet X, moi, cabinet, je faisais une mission d'optimisation de trésor, en savoir plus. Et là, il clique et ça envoie une notif au cabinet pour du coup entrer en relation avec lui. Et donc j'ai vu quelques cabinets faire ça, avoir cette approche de dire en fait le signal, je vais l'envoyer au client et c'est lui qui va choisir de le prendre ou pas, quoi. Et après il y a pas mal de cabinets qui sont dans une logique de alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais de se dire en fait quelle est toute la complexité administrative, parce que quelque part tu parlais de compliance, mais un cabinet il vend la simplicité d'esprit, la facilité pour son client. Quelles sont toutes les nouvelles choses qui arrivent où en fait je peux faciliter la vie à mon client. Donc exemple, l'anonymisation de l'adresse de certains dirigeants sur Papers. En fait, si tu es à l'affût un peu des opportunités, il y en a plein, il y a quelques cabinets que j'ai vus qui sont allés proposer cette mission proactivement, qui sont allés chercher quelques centaines d'euros en disant moi je vous anonymise votre adresse, notamment si vous êtes dans certains secteurs un peu en vue. Et donc, moi, dirigeant, je suis quand même content de ne pas avoir à le faire moi-même, d'avoir quelqu'un qui a vu le truc et qui le fait proactivement pour moi. Et si tu ne saisis pas, le problème, c'est que en soi, ton dirigeant, il n'est pas obligé de l'avoir, mais c'est juste, tu es venu lui apporter une couche de sécurité en lui facilitant certains aspects. Et tu as des cabinets qui me disent, en vrai, tous les ans, il se passe quelque chose, quoi. Là, en ce moment, il y a la facture électronique, donc je peux aller l'équiper, je peux aller l'inscrire à l'annuaire, je peux aller le former, Et donc, il y a tout le temps une façon d'aller vendre quelque chose à mon client en lui apportant un vrai service et qu'il sécurise et qui lui rend l'administratif beaucoup plus simple, quoi. Ok, donc pour adresser les nouveaux services à proposer, en fait, c'est là où tu reviens au point juste avant du CRM, d'avoir bien la bonne info, parce que c'est marrant parce que cette mission, on m'en a parlé d'anonymisation et tu vois, de mon point de vue, je me suis dit, mais je comprends même pas l'intérêt, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi, mais en fait, parce que je suis pas segmenté dans la personne qui doit cacher son adresse, alors que si tu es en effet un secteur artistique, financier ou autre, là tu connais tu peux être un peu exposé, et donc ouais, non, c'est marrant. Mais donc, c'est un cabinet qui fait ça très bien, c'est CCAB, où ils ont vraiment cette logique de tiens, je vais aller comprendre ce qui se passe sur le marché et en fait savoir si je peux en faire une offre que je peux aller proposer à mon client, quoi. Et du coup, je passe le bonjour à Pascal qui, je suis sûr, écoutera l'épisode aussi. Mais il bouge bien, il bouge très bien, CCAB en matière de commerce. Numéris, tu vois, pour avoir reçu aussi l'équipe Numéris aussi fait bien bouger ça. Qu'est-ce que tu vois, donc là on a vu un peu les missions post-facture électronique. Qu'est-ce que tu vois d'autres choses à part cette partie un peu admin? Ouais, je vois pas mal d'autres choses. Toute la partie admin gestion qui va plus concerner le collab. Je pense qu'il y a le e-reporting, on en a un peu parlé, où il y a peut-être quelque chose à faire pour aller le valoriser et faire comprendre au client la complexité. Et s'il veut le gérer lui-même, là, ses déclarations à la décade, lui faire comprendre que ça sera pas non plus. Il y a quand même les e-reporting de transactions avec les achats internationaux. Il y a quand même une partie des flux qui sera pas complètement automatisable via la caisse, par exemple, de l'entreprise. Je crois aussi beaucoup aux missions de conseil verticalisé. Donc, je parlais... moi, j'ai 2 exemples en tête. Sur les pharmacies, c'est assez connu. Il y a des cabinets qui se sont spécialisés progressivement sur les pharmacies, donc qui parlent à fond le langage des pharmas. On voit que
ça s'est pas mal polarisé d'ailleurs sur ce secteur. Donc c'est des gens qui maîtrisent à fond Digipharma, maîtrisent à fond les indicateurs des pharma, et donc sont capables d'avoir une vraie proposition de valeur au réseau de pharmacie. L'autre qui m'a un peu marqué, c'était un cabinet qui s'appelle BBM en Auvergne-Rhône-Alpes, qui accompagne beaucoup de radiologues. Et ils ont tant et si bien qu'ils en ont, je crois qu'ils ont une part de marché très forte. Il doit y avoir un tiers des radiologues de France chez eux. Et en fait, en parlant avec le cabinet, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils n'ont pas racheté un historique sur des radiologues et tout. Ils ont commencé par un radiologue, quoi. Et sauf que je pense qu'il me disait, je suis tombé sur, je pense, le plus exigeant des radiologues de France. Et donc il m'a dit, moi je veux pas parler bilan, compte de résultats en fait. Moi je veux parler nombre de radios par heure, nombre de radios par radiologue par mois, etc. Et donc tu vas me croiser mon outil métier avec mes données métiers, avec la compta. Et là, ça va avoir beaucoup de sens parce que tu vas pouvoir m'apporter des trucs qui me servent au quotidien à piloter mon activité de radiologie. Et je suis une partie de moi. Alors, les radiologues, on a plein de clichés sur eux, beaucoup d'argent, etc. Mais je suis convaincu que dans tous les secteurs, en fait, cette approche est réplicable. Il y a aussi à se dire, tiens, sur une boulangerie, en fait, je suis capable d'aller récupérer la donnée de Menlog, la croiser avec la donnée comptable, et en fait, aller faire un reporting beaucoup plus métier. Et après, tu as un effet très vertueux quand tu arrives à faire ça. C'est une excellence sur une verticale. Et qu'en fait, le cabinet en question, là, ce radiologue, il a dit, c'est génial. Il en a parlé à 3 personnes autour de lui, qui ensuite, et en fait, ça a fait tache d'encre. Et à la fin, tu deviens hyper pertinent parce que sur cette verticale, tu es capable de dire par rapport à une moyenne, voilà où tu te situes. Je pense que c'est aussi la force des gros cabinets qui ont beaucoup de data et des initiatives intéressantes comme Impulse Data et tout, qui du coup ont une masse de données critiques et sont capables d'aller apporter cette expertise sectorielle. Mais ouais, moi je crois beaucoup à du conseil verticalisé, surtout qu'on aura maintenant des données plus granulaires avec le contenu des factures. On aura de la donnée, on pourra croiser les données métiers parce que de plus en plus on peut se brancher par API, on peut brancher des Power BI ou autres à des outils métiers. Donc je crois pas mal au fait qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus. Globalement, tout ce mouvement de bascule du cabinet, j'étais centré cabinet, j'étais centré sur mon collab qui était l'élément clé qu'il fallait que je sécurise, sur mon outil de prod qui était la source de vérité. En fait, tout ce basculement où maintenant je me centre sur mon client. La clé, c'est mon client, c'est les besoins qu'il a, c'est son métier, son secteur, et je lui parle de trucs très gestion, très métier, indicateurs qui vont l'aider à piloter sa boîte, quoi. Donc ça, pareil, c'est une mission auquel je crois pas mal. Et c'est plutôt des profils type chef de mission, expert comptable, qui, à mon avis, pourront aller sur ce genre de mission de conseil verticalisé, DAF à temps partagé. Et pareil, en fait, aller vendre aussi du temps homme en disant c'est pertinent pour toi d'externaliser. Ce qu'on disait sur le comparatif avec la paye, je suis plus convaincu et je le vois d'ailleurs, des grosses TPE, petites PME, qui se disent en fait, je peux pas avoir une personne chez moi qui en plus parfois a des arrêts maladie et c'est pas forcément se former sur tous les nouveaux outils, toutes les nouvelles réformes, quand même il y a une vraie complexité, un vrai changement qui est en train d'avoir lieu. Donc en fait, je confie ça à des pros et donc au lieu d'avoir un DAF chez moi, je vais prendre un DAF à temps partagé qui va venir 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine, qui est proposé par mon cabinet. Et derrière, je vais le payer moins cher que quelqu'un full-time. Mais en revanche, il est vraiment expert et il va m'apporter... Et je suis convaincu que du coup, les cabinets vont récupérer ces missions. On le voit, je crois que tu accompagnes Rally Conseil. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'eux, ils ont structuré en disant j'ai mon pôle compta d'un côté et j'ai mon pôle plutôt office manager et DAF à temps partagé de l'autre. Et en fait... moi, je pensais que c'était la compta qui alimentait le DAF à temps partagé. Et en réalité, c'est vraiment dans les deux sens. Et limite, c'est peut-être plus les clients DAF à temps partagé, où au bout d'un moment, ils disent en fait, on veut sécuriser notre compta, on la bascule chez vous. Donc, c'est des pôles aussi qui vont s'alimenter. Je suis convaincu que demain, un cabinet, il va rentrer par la gestion et après, il va peut-être récupérer la compta. Sur certains clients, quoi. Ça, c'est très intéressant, hein. C'est pour ça que faut bien rappeler les deux mondes qui sont en train d'arriver, mais on en avait parlé avec Anthony Guez aussi dans l'épisode que j'ai fait avec lui du cabinet Mindset Finance, qui lui a ouvert à la base sur du DAF, tu vois, que de la mission DAF externe, et le retour c'était que c'était plus compliqué quand tu es expert comptable d'aller vendre une mission DAF parce que tu es ancré dans un prix oui. un prix bas, tu vois, quand même. Si on est purement commerce, je te facture 800 balles par mois et que pour la mission expertise comptable et que derrière je vais te demander 2005 pour la partie DAF, je vais avoir je vais cliqueter un peu dans la tête du client, alors que quand tu es DAF externe, tu es déjà pricé sur une valeur élevée et puis après du coup tu peux récupérer la gestion. C'est pour ça que je reviens sur cet exemple et l'épisode est toujours disponible, mais de bien dire ok, si tu rentres sur la gestion, tu rentres sur une valeur parfois qui est plus élevée que de
la prod de compte, quoi. Et après, tu peux dériver, et après, tu peux digitaliser tout ça, etc. Ouais, intéressant. Et oui, je parlais à un cabinet qui est en train de consolider, qui a fait venir un fonds et qui est en train de racheter des cabinets, qui a racheté un cabinet où il y avait beaucoup de temps partagé, donc notamment secrétaire administratif. Ouais. Il disait, moi, ma marge, elle est beaucoup plus élevée sur l'office management que sur la compta, quoi. Alors qu'on est encore sur de la base du temps passé. Donc, si je reprends l'exemple de base de Ron Baker, qui disait qu'il fallait vraiment venir rechercher à la valeur, mais non, mais comme quoi. Après, moi, je le vois croiser, tu vois, sur ce type de mission. C'est-à-dire que déjà, tu marges, même si c'est du cost plus, mais ça veut dire que tu vas quand même marger sur ce moment-là, et puis ça va te permettre de détecter d'autres missions à plus forte valeur ajoutée qui vont rentrer dans tes offres, etc., quoi. Complètement. Qu'est-ce que tu pourrais, tu vois, là on a beaucoup parlé, je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont à aller piocher dans tout l'échange. Qu'est-ce qu'un cabinet, tu vois, qui voudrait commencer à formaliser sa démarche commerciale doit faire directement? Et la deuxième question, ce sera quels sont les risques d'erreur? Avoir une offre très simple. Construire son offre en fait, être capable de la présenter très facilement. Et donc par exemple se dire je fais un test sur mon prochain client, je fais ces fameux 3 packages en disant je me pose la question de en fait quels sont mes types de clients là aujourd'hui actuellement, et si je devais les ranger dans 3 boîtes, ça serait quoi en fait les 3 boîtes que je mettrais en fonction du niveau d'exigence, d'attente de mon client. Et donc j'essaierais de me forcer à faire ça sur compta, social, juridique et gestion, je pense. Premier élément. Deuxième élément, je chercherai à comprendre, à relire toutes mes interactions passées avec des prospects en me disant, tiens, ceux que j'ai pas signés, ou ceux que j'ai signés un peu bas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Je relirai un petit peu. Et en fait, ceux que j'ai pas signés, c'est à quelle étape? Est-ce que c'est dès le premier échange? Est-ce que c'est au bout d'un rendez-vous? Est-ce que c'est au bout de plusieurs rendez-vous? Est-ce que c'est à ma lettre de mission, au moment où il a vu mon tarif? Et en fait, nous, on fait beaucoup ça avec nos équipes commerciales. On parle beaucoup du nœud papillon. C'est-à-dire, la partie gauche du nœud papillon, c'est en fait quel est mon entonnoir, là, quel est mon funnel d'acquisition et à quelle étape je perds mon lead, mon prospect, et pourquoi je le perds. Et en fait, ça te permet un truc qu'on avait fait aussi, en 2020, on avait repris le cabinet d'Alexandre, notre associé, qu'on a revendu au bout d'un an. Mais nous, ce qu'on avait fait, c'est quand on envoyait une lettre de mission qui n'était pas sélectionnée, nous, on avait une automatisation dans notre CRM qui envoyait un mail une semaine après que le client nous ait dit non, en disant « Au fait, vous ne nous avez pas choisi, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer ?» Et en fait, tu en as 10-15% qui répondent, pas beaucoup plus. Mais en revanche, tu as des retours super précieux sur en fait, j'ai pas vu la valeur ajoutée par rapport aux autres, c'était un peu cher. Et ça t'aide à corriger en fait ton offre, justement, tes quelques slides très clairs pour dire « Ah ouais, en fait, j'ai mal présenté telle partie-là. Tiens, là, je suis peut-être positionné un peu haut ou au contraire un peu bas, je donne une image de tiens, c'est un peu trop cheap et pas assez rassurant. » Donc, je dirais, conseil, c'est construire son offre et tester peut-être avec un petit appât sur la gestion pour voir si ça mord. Et après, relire et essayer d'avoir un système où je relis sans cesse à chaque fois que je perds quelque chose pour essayer d'aller corriger mon acquisition commerciale et être meilleur sur mes prochains rendez-vous. Après, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que ça pourrait rater? Je vais faire le parallèle avec, si ce n'est pas du prospect. Quand même, c'est vrai que c'est plus simple parfois de tester les offres avec un prospect parce qu'il y a moins d'ancienneté, mais c'est aussi assez pratique de le tester sur les clients existants, au moins avec une version très simple qui est de dire ok, voilà, on est en train de se réinventer, il y a la facture électronique, tu vois, il y a plein d'histoires qu'on peut venir raconter autour de ça, et de dire regarde, voilà mes nouvelles offres. Et qu'en penses-tu? Et là, tu viens récupérer aussi beaucoup de verbatim sur ah oui, mais ça c'est bien, ça je l'aurais pas mis dedans, etc. Et comme tu as ce lien de confiance avec, on va dire, tu peux le tester avec 5-10 clients, tu vois, qui sont dans tes personas principaux, ça peut être aussi un bon truc. Et les erreurs, il y en a une grosse qui me vient, mais qui est, je pense que les cabinets entendent souvent, mais c'est l'attentisme. Attentisme sur tiens, en fait, j'ai le temps de construire mon offre PA, facture électronique, j'ai le temps avant la gestion, etc. Moi, je recommanderais en fait de tester, même si le truc est pas parfait, même si j'ai peut-être pas les bras au début, mais en fait, alors peut-être je suis biaisé parce que nous, on a beaucoup fait comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a testées et puis on s'est planté pas mal de fois. Et puis il y a des fois où ça mordait bien, ça accrochait. Et donc on se disait, tiens, on tient quelque chose. Et en fait, par petites touches, à chaque fois, on vient corriger un peu la trajectoire. Dans tout ce que tu fais, dans ton marketing, ton acquisition et tout, nous, on essaye de corriger par petites touches à chaque fois. Et donc, c'est un peu se lancer, tester, faire ton offre un peu différenciante, des nouvelles missions effectivement sur tes prospects. Et le plus grand risque, c'est de juste se dire
Je le ferai quand ça sera vraiment vital. Je pense que c'est pas une mauvaise stratégie. Ouais. Enfin, c'est une mauvaise stratégie, pardon. Ouais, il faut mieux tester des trucs maintenant. Et en fait, tu trouveras il y en a qui prennent déjà de l'avance là, en fait, qui ont déjà équipé tous leurs clients, et qui du coup sont en train de réfléchir à quand tu auras des factures en litige, monsieur le client, c'est arrivé dans d'autres pays, sachez que j'aurai cette offre là à dispo. Le client il l'a dans la tête, quand il y a les 20% de factures ou 30% de factures en litige, il sait qu'il peut actionner l'offre tout de suite. Le client est déjà au courant, etc. Ok, donc pour toi l'erreur là aujourd'hui c'est de rien faire quoi. Ouais, non mais j'essaie de recouper, tu vois, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire comment on recrute la bonne personne, comment tu arrives à la maintenir, même si c'est pas les bonnes personnes, quelles sont un peu les offres qui fonctionnent. Je me refais l'épisode pour être sûr que la personne qui est l'auditeur qui est encore avec nous là, il se dit ok, voilà, je vois par où je peux commencer, on peut tester par les clients, par les prospects, tu peux détecter en interne un peu qui t'as de commerce. Ouais. Ouais, est-ce que je vois d'autres erreurs? J'en ai pas d'autres qui me sautent aux yeux, mais je pense que comment déléguer, tu vois, comment un expert comptable qui lui fait la partie commerciale jusqu'à présent en grande partie, ce qui doit être à mon avis le cas dans 95% des cabinets, comment il va commencer à déléguer, par quoi il doit commencer pour déléguer cette partie commerciale? Il construit les offres, ok, parce que ça reste son business, et que si c'est pas il peut discuter, tu vois, dans les exercices qu'on voit nous quand on le fait avec les clients, c'est ok, on intègre les équipes, les managers généralement pour réfléchir à ce qu'on va mettre dans les offres, mais à la fin ça reste souvent le dirigeant qui tranche. Maintenant, tu as l'acte commercial, comment on le délègue? C'est une vraie question. Je suis pas cabinet, j'ai pas toutes les réponses. Ce que je sais, c'est que c'est possible de le déléguer. Parce que je l'ai vécu. Nous, le cabinet qu'on a eu un an avant de le revendre là, en 2020, en fait, moi j'ai vu des commerciaux capables de vendre des missions, capables de bien s'interfacer avec les équipes comptables pour être sûr que quand on signe un dossier, mais on n'est pas en train de signer n'importe quoi, et au pire d'avoir une validation à un moment d'un expert comptable, mais en fait que le process de vente soit fait par quelqu'un qui est non comptable. Donc je sais que c'est possible de le faire. C'était mon job chez GMBA. Voilà. À l'époque, je faisais ça chez GMBA. Donc en effet, je vois. Je pense qu'on sait tous les deux que ça se fait. C'est pour jouable. Ça aussi que c'est intéressant cet épisode, c'est de dire que c'est réel, quoi. C'est déjà parce que je le faisais il y a 7 ou 8 ans chez GMBA, donc c'était déjà. C'était le précurseur. On n'était pas beaucoup à l'époque, je pense. Ouais, je sais qu'il y a Tanguy aussi d'Espace Innovation qui pareil a été un des premiers commerciaux en cabinet. Donc déjà c'est possible de l'externaliser complètement à des gens qui sont pas issus de formation comptable. C'est aussi possible de le déléguer à un profil type chef de mission, voire collab en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de cabinets qui, je parlais avec le cabinet AGD, d'autres cabinets qui en fait disent moi je tiens pas à être vital dans mon rendez-vous de bilan, ou que ça soit moi. Tu veux dire l'expert, pardon. Ouais. L'associé dit moi j'ai pas forcément besoin d'être là à tous mes rendez-vous de bilan en fait. Moi j'accepte que ça soit mon chef de mission et que ponctuellement je me rende disponible pour mon client. Je disparais pas complètement, mais en fait celui qui a la vision la plus complète sur le dossier et qui est capable aussi d'aller conseiller, accompagner le client, ça peut être mon chef de mission. Et en fait comment j'arrive à former mes équipes pour qu'ils montent là-dessus, donc avoir la culture business, avoir le positionnement. Donc peut-être qu'au début je vais le faire en duo, en shadow, et puis je lui dis la fois d'après tiens c'est toi, c'est toi qui vas le gérer tout seul. Je prends l'exemple du rendez-vous de bilan parce que je trouve qu'il y a deux approches, et il commence à y avoir certains cabinets qui disent moi j'avais plus le choix en fait, j'étais obligé de le déléguer, et en fait je me suis aperçu que ça pouvait passer quoi. Mon client il était d'accord avec ça du moment que il gardait quand même une ligne avec moi en direct, et je suis convaincu que sur les propals ça peut être la même chose en fait. Effectivement l'offre est construite par l'expert comptable, mais en réalité les premiers rendez-vous je vais le faire avec la personne de mon équipe, et puis progressivement je vais être en confiance et je vais pouvoir lui dire. Et nous, nos commerciaux, il y a toute une étape de ce qu'on appelle le ramp-up, donc la montée en puissance, la montée en compétence du commercial. On le lâche pas dans la nature du jour au lendemain. Un nouveau commercial qui arrive, il a 1 mois d'académie, où d'abord on va le former sur Penny Lane la première semaine, la deuxième semaine on va le former sur l'équipe commerciale Penny Lane, la troisième semaine sur son job en particulier, donc son métier à l'intérieur de l'équipe commerciale. Et après, au bout de la fin du premier mois, on a ce qu'on appelle des tours à blanc, quoi, où on va simuler un prospect. Alors, nous, on fait ça toute la journée. Je sais pas si un cabinet ferait pareil, mais en tout cas, au début, d'ailleurs, il va souvent y avoir un buddy ou
sorte de parrain qui va l'aider et va être présent sur ses premiers rendez-vous et qui va lui faire des retours en disant bah tiens là t'aurais pu améliorer telle partie et tout. Et je suis convaincu que dans les cabinets il y a moyen d'aller déléguer cette partie aux équipes. Les questions que je me pose c'est est-ce que tu mets un variable ou pas, enfin je pense qu'il y a beaucoup de questions liées sur est-ce que tu incentives tes équipes à le faire, et je pense qu'il faut tester. Alors c'est assez impactant. Je connais des cabinets qui l'ont fait sur 1 ou 2 profils. De tester le développement commercial avec un variable, ok. De dire c'est une personne dédiée et du coup comme elle a un rôle un peu atypique, ça crée pas trop de précédents par rapport aux autres équipes de commencer à lui mettre un petit variable sur le sujet. Okay. Et souvent c'est fait de façon temporaire, donc on teste 6 mois et puis il y aura telle variable à la clé si dans les 6 mois on arrive à signer tant de clients. Ça je l'ai vu faire et je l'ai vu fonctionner quoi. Donc, oui, parce qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure dans les F, c'est que mine de rien, à partir du moment où tu vas demander un développement commercial, un sales ou un profil rond carré, il va vouloir aller chercher de la rémunération. Ça peut faire. Il y en a qui roulent pas à ça. Il y a des équipes qui ont 0 variable. Sur des sales. Ouais. Des équipes commerciales. Ouais, c'est par exemple Alan par exemple. Leurs commerciaux ont aucun variable. Et qui ont une politique très transparente d'ailleurs de rémunération. Ouais. C'est vrai qu'il m'avait dit ça. Ouais. Exactement. Mais voilà, globalement 98-19% des équipes commerciales en ont, donc je pense que ça a du sens de se poser la question dans le cabinet, quoi. Ouais. Et pour les cabinets un peu plus gros, se poser une vraie question sur moi associé, parce que souvent ils sont structurés avec différents pôles et un même associé en fait il porte pas tous les métiers. Les cabinets un peu plus gros, c'est en fait est-ce que mon associé il a un intérêt à aller nourrir d'autres BU ou d'autres pans de mon cabinet pour aller proposer d'autres services. Et idéalement, il faudrait que l'associé ait un intérêt financier à le faire, qu'il s'y retrouve, soit sous forme de commission, ou alors il est associé sur la structure plus globale et donc ça sert son intérêt. Mais c'est dans ces moments-là que c'est le plus pertinent quand les gens ils servent à la fois l'intérêt collectif et leur propre intérêt au passage, quoi. Je vois que le temps file, j'ai 2 petites questions un peu méthodiques. Enfin, une surtout méthodique, tu vois, parce que la vente, on l'a un peu décrit, c'est que c'est pas... On n'est pas des vendeurs de tapis, quoi. Enfin, il faut un peu de bagou, mais à la limite, c'est vraiment le 10%. C'est quoi, toi, la méthode de vente que tu appliques, que tu aimes, qu'on pourrait recommander aujourd'hui en cabinet d'expertise comptable? Alors, je me méfie un peu des méthodes de vente, moi. Je trouve que c'est un terme qui s'appliquait beaucoup dans les années 80, 90. Après, moi, hein. Non. Tu as la méthode, peut-être... t'as la méthode des 3C par exemple, qui a été utilisée pas mal par Docto, où t'as, c'est basique, hein, mais le connect, donc réussir à entrer en lien et commencer à créer le lien de confiance. Donc potentiellement, peut-être un peu basique, mais au début, ne pas forcément parler que de business, réussir à ancrer sur quelque chose qui va être extra business, qui va être potentiellement un lien perso avec la personne en face. Donc, trouver une façon de se raccrocher à d'autres éléments qui vont faire qu'on va pas juste parler business pendant tout l'échange. Comprehend, deuxième C, qui est en fait, là, en fait, il y a une phase où je vais poser des questions et je vais pas juste être, je pose des questions pendant 30 minutes et en face... un peu ennuyant parce que je dois juste expliquer tout mon business, mais en fait je vais rebondir en apportant des petits éléments et comme j'ai une expertise en fait dans la façon dont je vais poser mes questions, il va se dire tiens en fait ah oui là il m'aide à comprendre ce que je disais au début, quoi. Il m'aide à mettre et ensuite le craft, donc là c'est en fait ce que je vais dire après cette phase de compréhension des besoins où je vais aller mettre des mots et tout sur là où il avait mal. Je vais pas aller pousser mon offre de la même façon à tout le monde, en fait. Je vais justement faire exprès d'élaguer tout ce qui ne concerne pas directement mon client. Donc nous, c'est le cas dans une démo, tu vois. Si tu fais toute la démo, la démo pénienne, elle dure 1h30, donc t'es sûr de perdre la personne en face qui, au bout d'un moment, va s'endormir. Et donc, en fait, te dire, il m'a parlé de ces 4 éléments, je lui montre concrètement comment je réponds à ces 4 éléments qui sont des points de douleur, et après je reste ouvert et je dis si vous voulez creuser le reste, dites-moi et puis on va aller zoomer. Mais le piège, c'est de se dire ah oui là c'est le moment où je parle de mon offre, donc allez, je fais la classique, non en fait tu dois le relier aux 3 points que il t'a dit avant et que tu as réussi à et à la fin de ta phase comprehend, faut que tu dises écoutez, moi j'ai compris, il y a ces 3 éléments là, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Toujours question ouverte, en se disant ça se trouve il y a des choses qu'il m'a pas encore dit et que là il faudrait que j'aille récupérer. Et à la fin, quand tu fais ta propale en tant que cabinet, tu vas le relier en disant vous m'avez dit que vous aviez un rythme hyper intense,
moi, il y a quelque chose dans mon offre qui peut vous intéresser, qu'on a mis en place et j'ai 2 personnes de votre secteur qui sont proches de chez vous, qui l'ont prise et qui ont dit que ça avait vraiment changé leur approche et ça leur avait permis de gagner un peu plus en sérénité. C'est telle offre. C'est différent de... alors moi, nous, notre cabinet, c'est ça le catalogue. Ouais, je pense qu'on se sent un peu plus rejoint et du coup, on se dit un peu plus, ah ouais, effectivement, c'est pertinent pour moi, quoi. Donc ça, c'est au cours d'un échange. Et après, il y a toutes les connects de wagons, donc connecter les wagons, se dire que chaque en fait échange avec mon prospect, c'est en fait un wagon. Et donc, je vais essayer d'aller... à chaque fois avoir une prochaine étape jusqu'à la signature. Donc prochaine étape, c'est vous m'avez parlé de ça, c'est quand même un sujet un peu technique, j'aimerais creuser par un deuxième échange, etc. Et être sûr qu'il y a systématiquement une prochaine étape. Oui, t'assurer qu'à la fin du rendez-vous, t'es fixé une autre date. Après quoi, que ce soit pas tiens, je reviens vers vous, et puis après il y a la période fiscale qui arrive et puis le dossier reste en C'est ça. Et toujours avoir un moment de go-no-go en fait. C'est je recommande aussi de pas forcément envoyer des propositions par mail, mais se dire qu'une proposition en fait elle est présentée à quelqu'un. Pour l'expliquer en fait, pour dire et justement faire ce travail de dire vous m'avez parlé de ça, je la relis. Et du coup c'est aussi un moment où ça fera vraiment la différence par rapport à d'autres qui ont juste envoyé par mail, qui n'ont pas forcément apporté les explications. La personne rebondit en live, donc on peut aller contrer, démonter quelques objections qu'il aurait. Et donc je recommande vraiment ça. Et ensuite cette fameuse étape à la fin, si ça n'a pas été un oui et que j'ai pas réussi à gagner la mission, en fait aller creuser, en fait rappeler, dire au fait avec ma petite campagne mail automatique ou en rappelant en disant on n'a pas fait affaire ensemble, dites-moi très honnêtement qu'est-ce qu'il a pas fait, comment je peux m'améliorer pour les prochaines fois. En fait c'est hyper précieux, quoi. Sachant qu'un non aujourd'hui peut être un oui demain aussi. Ça, c'est un truc à rappeler parce que dans les cabinets, ils vont passer du temps, investir du temps à rencontrer les prospects, mais peut-être que c'est juste pas le bon moment, peut-être qu'il peut pas changer la salette de mission, peut-être que c'est un projet, et en fait le projet, mais c'est important aussi de rappeler ça, quoi. Totalement. On parlait du fight, là, les plus belles, notamment les beaux prospects des cabinets, je pense que ça vaut le coup de... En fait, le prospect va rester sur une bonne impression. Tiens, en fait, il a voulu s'améliorer. En fait, j'ai pas fait appel à lui, mais il a voulu s'améliorer. Et nous, il y a plein de trucs dans l'histoire de Penny Lane qui sont passés comme ça. Hein. Donc, par exemple, BDO, qui est un des premiers gros cabinets qui nous a fait confiance, il avait fait un appel d'offres mi-2021. On avait été écarté, même pas pris à la soutenance orale. On n'avait qu'1 an et demi d'existence aussi, quoi. Mais en fait, je pense qu'on avait fait un travail sérieux dans notre écrit et en gardant le fil, en demandant des explications sur qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire et tout. En fait, on a gardé un lien avec eux et en fait, au bout d'un moment, ils ont dit on vous réintègre dans l'appel d'offres parce qu'on estime que là, sur les quelques mois d'échanges qu'on a eu, vous avez déjà pas mal progressé. Et donc merci à Laurent Lamoureux qui nous a fait re-rentrer en disant je pense que vous méritez de re-rentrer et qu'on vous teste. Et donc après, ils ont déployé sur tous leurs dossiers tenus et là en ce moment les dossiers révision. Dernière question, c'est comment est-ce que tu as une ressource, un livre, un blog, un podcast, un blog, putain, je suis vraiment un boomer, mais tu vois, comment tu t'améliores toi-même en termes de développement commercial ou management, parce que passer de zéro à l'équipe que vous êtes aujourd'hui, et puis ça a dû évoluer, tu vois, qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce que je peux lire dans les prochaines vacances. Tu parlais de comment s'améliorer, on parlait juste avant ensemble tous les deux en préparant là, de quelqu'un dans mon équipe qui a créé un agent IA où il lui a dit soit un coach de vente très exigeant envers moi et il le nourrit de tous ses appels et il reçoit c'est Timothée dans l'équipe, il reçoit des recommandations de son agent qui l'aide à... Moi j'ai roasté. Ouais, c'est ça, il se prend des taquets de son agent IA qui lui dit là t'as trop mal présenté telle partie, t'as pas assez creusé telle piste et tout. Donc je pense qu'en vrai il y a moyen déjà pour tout le monde de se dire je prompte ça et puis je nourris de tous mes calls et en fait j'ai déjà quelqu'un qui peut me conseiller. Option 1. C'est le premier invité qui vient de me parler d'un agent roast coach. Non mais c'est génial, c'est-à-dire l'évolution en fait, cas de la place de l'IA que c'est en train de prendre, quoi. Ça devient un vrai assistant coach avec une expérience. Ce qui est important de préciser là, c'est qu'en fait il a paramétré son coach comme étant un roi de la vente en quelque sorte, quoi, un vendeur senior, ce qui est génial de pouvoir accéder à ce niveau d'excellence pour là vous êtes chez Dust, mais pour $25 par mois, quoi. Ouais, c'est clair. Donc il y a ça, ce premier volet qui je pense peut être accessible assez facilement à pas mal de monde. Deuxième volet, moi j'écoute quelques podcasts, par exemple celui de Ron Baker qui est passé. Pour moi
t'en as qui en plus sont très sectoriels. Donc lui, il est très adapté au phénomène des cabinets comptables et tout, donc très pertinent. Donc moi, je pense qu'il y a quelques podcasts chez toi qui traitent de sujets qui sont intéressants. Après, il y a quelques podcasts sur la vente. Alors j'en écoute pas mal sur la vente SaaS. Et j'en écoute aussi en dehors des podcasts, je me force. Je me force, non, c'est un plaisir en fait, mais régulièrement, je fais appel. Je fais des déjeuners avec d'autres boîtes qui ont des commerciaux, qui ont connu des enjeux similaires. Et en fait, j'ai souvent toutes les questions que je peux avoir sur comment tu fais un vrai plan de carrière en fait pour ton commercial et t'arrives à le faire grandir dans le temps. Comment tu structures, est-ce que tu spécialises ou au contraire tu gardes des commerciaux très généralistes. J'ai tout le temps plein de questions comme ça, et donc le fait de parler là il y a 2 semaines je parlais à Thibaut Aliadière qui manage 300 commerciaux chez Doctolib. En fait en un déjeuner t'en apprends et en plus, c'est presque encore plus riche que podcast et IA dont j'ai parlé, parce que là, tu peux zoomer sur toi, tes enjeux, et souvent, tu as pas mal de parallèles qui se font. Donc, je fais beaucoup de ces rencontres-là. Et après, je lis quelques bouquins, mais je suis pas non plus un immense lecteur. Si tu m'as dit que tu avais le temps de trouver le temps de lire en plus de tout ce que tu fais, je me serais dit non, c'est pas possible. Ouais, non, j'ai pas beaucoup le temps de lire. Mais bon, tu as le temps d'écouter les podcasts, j'imagine, sur le vélo, c'est déjà ça, donc ça compense que je vois très bien. Edouard, je me suis régalé, franchement, je pense qu'on a... Je t'ai pas demandé au début de l'épisode qu'est-ce qui ferait que ce serait un épisode réussi, donc... est-ce que c'est un épisode réussi pour toi? Je te le demande à la fin au micro. Écoute, franchement, j'aime beaucoup le format, le fait que ça soit très libre. En fait, toi, tu poses les questions au fil de l'eau, que je n'ai pas forcément préparé, mais en fait, je rebondis. Donc non, hyper fluide, et je pense qu'on a réussi à couvrir à la fois des trucs très commerciaux. Donc j'espère que je vais pas embêter, en tout cas la population cabinet, certains, c'est plutôt l'expert comptable qui portera ça. Donc il y aura pas tout qui sera reprenable, mais on a aussi zoomé pas mal sur les enjeux des cabinets. Donc ça, pour moi, c'était un enjeu, un volet assez important. Donc, très heureux qu'on ait pu mêler le marché de l'expertise comptable et les enjeux du cabinet avec aussi le commerce, la construction de l'équipe commerciale. Je pense qu'on a fait j'espère, en tout cas, dites-le nous voilà, en message, parce que sinon on va s'auto-congratuler. Mais non, j'ai le sentiment qu'on a fait un bon tour, à la fois les offres et tout. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Où est-ce qu'on peut te contacter? Je te mets ton LinkedIn. Ouais, LinkedIn. Allez, impeccable. Merci beaucoup encore, franchement, Edouard, c'était un plaisir de te recevoir. Si vous êtes toujours là, c'est que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. J'ai découvert maintenant, je l'ai dit la dernière fois, mais qu'on peut laisser des commentaires. Je suis vraiment un boomer. On peut laisser des commentaires sur Apple Podcast et sur Spotify, donc je passe les voir une fois par mois maintenant. Mais voilà, surtout partagez-le au plus grand nombre, parce qu'avec tout ce qui est en train de se passer, quoi, et facture électronique, intelligence artificielle, tu as rapidement parlé des fonds qui arrivent, donc la concentration, la taille des cabinets plus gros fait qu'ils ont plus de puissance d'une certaine manière commerciale, mais pourtant tout le monde peut réagir, il y a plein de choses à réinventer. On est dans un mouvement qui bouge, et j'espère qu'on vous le partage dans tous les épisodes de l'Accounting Business Club. Donc rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, régalez-vous, voilà, je n'en ai rien d'autre à dire. Tentez des trucs. Exactement, tentez des trucs, impeccable. Merci beaucoup. Merci, et puis à très vite. Ciao.